Bonjour à tous. Moi, je vais plutôt vous parler de recherches qui ont été menées à Bordeaux, avec plus particulièrement un focus sur le groupe génétique que Vincent présenter un petit peu. Euh, Avant ça, je vais vous parler plutôt de l'écosystème que provient de notre filière, parce que finalement, il y a des questions de matrices qui vont devenir de plus en plus, on va dire, compliquées pour les micro-organismes. Et donc, quand on parle de la régression, finalement, on a des micro-organismes qui sont présents dans l'environnement, qu'on appelle plutôt des espèces locales. À partir du moment où on passe au mode récent, qui est un milieu liquide, avec un pH bas, avec des sucres très élevés, finalement, ça marque une présélection de micro-organismes qu'on va retrouver à la suite des vinifications. Donc, les espèces non fermentaires vont poser pas ils vont disparaître. Et on va avoir majoritairement, en tout cas, au départ, des espèces fermentaires, mais surtout les non-saccharomyces. Donc, les non-saccharomyces, elles vont initier généralement la fermentation alcoolique et vont rapidement être supplantées par Saccharomyces cerevisiae. Parce que c'est l'espèce qui est capable de faire la fermentation alcoolique de façon complète. Donc, une fois que le sucre est transformé en alcool, on se retrouve dans une matrice avec une quantité d'éthanol assez importante, qui, comme vous le savez bien, est un antimicrobien naturel, et qui finalement va encore plus rétrécir les micro-organismes qu'on va pouvoir produire dans cet écosystème. Donc, j'ai parlé de la fermentation alcoolique, mais il peut y avoir aussi la fermentation malolactique. Et après, il y a la période d'élevage. Donc, pendant cette période d'élevage, finalement, on va retrouver très peu de micro-organismes, qui pas trop dérangés, on va dire, on peut retrouver par exemple cette cervidés, à des niveaux de population pas très élevés, mais malheureusement, on va se retrouver également parfois avec des micro-organismes d'altération, comme Brettanomyces oxygensis ou encore des bactéries acides. Donc, concernant Brettanomyces oxygensis, finalement, donc c'est une odeur d'altération parce que comme l'a précisé Vincent, elle est capable de produire des composés volatiles qui sont pas souhaités du tout et qui vont apporter des défauts d'écurie, de sueur de cheval, etc. Donc là, dans les travaux de Vincent, il nous a pas menti, il a travaillé dessus déjà depuis de nombreuses années sur Brettanomyces. Donc finalement sur ces cinétiques, donc c'est des cinétiques de production d'éthylène et d'éthylène qui sont corrélées finalement à l'évolution d'une nouvelle population de Brettanomyces qui a été retrouvée pendant une phase d'élevage de 18 mois. Donc ici aussi, je voulais vous montrer, donc Vincent, un petit peu parler, mais pendant une vinification, donc dans cette étude, les levures non-saccharomyces sont étudiées et il a été regardé, d'un point de vue qualitatif, quelles étaient les levures non-saccharomyces qui étaient retrouvées à la différence. Donc ici, vous avez en vert la courbe des levures non-saccharomyces. Pour ce qui est du milieu de la fermentation alcoolique, finalement, Brettanomyces oxygensis est à moins de 5%, avec majoritairement candidat Cantharidis et ainsi. Mais par contre, déjà, en fin de fermentation alcoolique, on était à presque 60% de Brettanomyces oxygensis pour les levures non-saccharomyces. Et ensuite, à la fin de la fermentation malolactique, on se retrouvait à 100% de oxygensis. Et dans cette expérimentation, donc, il y a eu un sauvetage après la malo, et on voit bien une diminution aussi du niveau de population des levures non-saccharomyces. Donc, il y a eu un effet, effectivement, du SO2 dans le cadre de cette expérimentation, mais il est possible, comme l'a présenté Sandrine, qu'elle devienne viablement de se reproduire par la suite, se développer par la suite.
Donc, Brettanomyces tunescensis, c'était pas une mesure d'altération, pardon, pour tous les secteurs, notamment dans le milieu brassicole. Elle est recherchée pour la production d'un contenu pour certaines bières, notamment des belges et des américaines, telles que les gueuses et les bières. Mais si on revient à l'œnologie, donc ce qu'a présenté Sandrine, et pour l'instant notamment la détection sur la dépression, confirmée par la colonisation de Brettanomyces dans un œnologie, qui montre bien qu'il y a une présence de Brettanomyces sur la biodiversité. Elle est toujours, elle peut être présente pendant les modifications à des seuils, à des niveaux de population bas pendant les conjonctions. Et lorsqu'il y a une, on va dire, une borne qui s'ouvre, notamment en cas de fermentation anormale, elle va pas hésiter à attaquer les sucres, par exemple, et à se développer. Donc après, comme l'a dit Sandrine, donc les premières sources de contamination, c'est le matériel binaire. Et également vis-à-vis du baril. Donc, elle est capable de s'insérer dans les micropores du bois et aussi d'utiliser le cellulose comme source de carbone. Donc, elle est capable justement de faire la bioadhésion et des biofilms comme Sandrine l'a montré. Je vous montrerai aussi les travaux qui ont été menés à Bordeaux sur cette thématique, qui vont être vraiment complémentaires par rapport à ce que Sandrine nous a montré. Donc, quand on parle de Brettanomyces tunescensis, moi j'ai vraiment l'impression qu'elle vient de notre palais, parce qu'elle a des capacités hors normes. Sandrine et Vincent en a présenté quelques-unes. Je vais avancer un petit peu plus dans le détail sur ces capacités. Donc, elle est capable de résister à un pH très bas. Donc ici, là, c'est une suivi de cinétique de développement de Brettanomyces tunescensis à différents pH. Donc, ça va du pH 2 à pH 4. Et finalement, même à pH 3, elle est capable de se développer. Et même dans d'autres expérimentations, j'ai vu qu'elle se développait à des pH de 2,5. Dans le même cas, il a existé différents niveaux d'alcool, de pourcentage d'alcool, donc de 5% à 16%. Et même à 39%, elle est capable de se développer. Elle est capable de se développer. Ensuite, elle supporte très bien des faibles températures et on a parlé qu'elle émet bien l'oxygène, mais elle arrive quand même à se développer quand il n'y a pas d'oxygène dans l'eau. Donc ça, il a déjà présenté tout ce qui était le viage de non cultivable. Donc finalement, sur un échantillon, si vous avez fait un environnement, vous pouvez avoir un résultat qui est négatif. Et finalement, si vous faites une analyse par biologie moléculaire, vous pouvez avoir un résultat positif. Parce que finalement, elle sera capable de se cultiver sur un milieu nutritif, mais par contre, elle va garder leur activité biologique. Donc, l'ADN est toujours intègre dans ces cellules-là, et c'est pour ça que, par des analyses de PCR, on est capable de l'éviter. Et évidemment, donc, comme ça a été déjà présenté, il y a différentes classes de vilaines de leur comportement avec le SO2. Donc, les chercheurs de Bordeaux ont les trois catégories, sensibles, tolérantes et résistantes, vis-à-vis du dioxyde de sucre. Donc, on voit bien, en sensible avec une croissance de SO2, on a de moins en moins de. Ce que je veux dire, c'est que, à partir d'un certain seuil, le Brettanomyces se développe. Pour celles qui sont dites tolérantes, il y a juste un retardement, je vous donne. Elle arrive à se développer. Et quelles que soient les doses de SO2 dans cette expérimentation, il n'y a pas de différence pour les souches qui étaient résistantes. Donc, les chercheurs à Bordeaux ont observé justement ces différents comportements de souches de Brettanomyces et ont voulu aller un petit peu plus loin d'un point de vue génétique pour savoir si finalement il existait des différents. Ils ont créé une très grande collection de souches de Brettanomyces tunescensis qui venaient de partout autour du globe, de différents procédés professionnels, et ils ont fait des analyses
certaines la descente. Donc, pour ce qu'ils ont obtenu, ils ont, donc ici, vous avez les différents groupes. Il y a un groupe que l'on retrouve dans le bas, donc le groupe rouge, le groupe orange, le groupe bleu ciel et le groupe turquoise. Après, il y avait des souches qui provenaient du bioéthanol et de l'ADP. Un groupe à trois. Après, il y a des souches qui provenaient de la brasserie, que l'on retrouve dans le groupe orange et le groupe. Également, il y avait des souches qui provenaient du groupe chat, que l'on retrouve également ici. Si on regarde un peu plus en détail, qui peut caractériser ces différents groupes, donc l'instant on a parlé, c'est leur préliquide, la membre de chromosomes. Donc vous avez certains groupes où ce sont des diploïdes, par exemple ici, d'autres groupes qui sont triploïdes, et un groupe un peu particulier que la bande de repos aujourd'hui, mais qui a 4 copies du même gène. Donc, précédemment, je vous ai présenté les 3 catégories de comportement vis-à-vis du SO2, mais ils ont regardé en fonction des groupes. Donc, ils ont pris des représentants de chacun des groupes et testé les différentes doses de SO2. Donc, on observe bien qu'il y a différents profils qui se dessinent en fonction des groupes. Déjà, le groupe tequila bioéthanol, elles sont présentes. Ça va s'expliquer parce que finalement, ces souches-là, elles n'ont jamais fait du dioxyde de soufre dans leur process, donc elles sont présentes. Après, vous avez des groupes qui sont tolérants, on va dire, enfin, qui sont sensibles, mais beaucoup moins que ceux sensibles. Donc, c'est 3 groupes. Et enfin, il y a 2 groupes qui sont vraiment résistants, le groupe rouge et le groupe bleu ciel. Quand ils ont déterminé justement ces différents groupes, ils ont voulu voir s'il y avait, si certains groupes étaient apparus à un moment donné, pour les autres sur les dernières années. Donc, ils ont réussi à isoler des souches qui proviennent de milieux vraiment des anciens, et ils ont répertorié, donc ici vous avez une sur des périodes données de la distribution des différents groupes. Donc, ce que l'on observe, c'est que pour le groupe rouge qui est résistant, et ils ont commencé à apparaître, on va dire, après les années 80. Où finalement, on peut se dire que ce groupe-là, il est apparu avec l'utilisation du dioxyde de soufre. Après, vous avez aussi le groupe orange qui apparaît. Et finalement, peut-être que l'histoire des biologies peut expliquer le fait qu'elle soit finalement depuis ces dernières années. Parce qu'elle a des capacités intéressantes vis-à-vis du biofilm. Ensuite, ils ont pu voir autour de la planète la répartition de ces différents groupes parce qu'on les retrouve un peu partout. Donc, là, c'est assez illustratif. Il faut bien prendre en compte que, en fait, en fonction des zones, on n'a pas le même nombre d'histoires. Mais ça reste très intéressant, notamment au Bordeaux. On a la moitié de souches résistantes et une autre moitié cible. Pour la Bourgogne, on a majoritairement le groupe orange. Pour l'Espagne aussi. Et après, si on place la l'échelle européenne, mais si on regarde dans d'autres pays, notamment par exemple en Australie, on retrouve également des souches résistantes. Donc, comme l'a présenté Sandrine, Greta Thunberg, elle a aussi des capacités assez particulières au niveau de sa morphologie. Ça, c'est dans le cadre de la thèse Kindred, qui a été menée à Bordeaux. Donc, ici, vous avez 2 observations de 2 souches différentes par microscopie concocale, après 3 cercles de bioadhésion sur 2 minutes. Donc, ici, vous avez le canvas et les cellules blanches, et en rouge, les cellules blanches. Donc, ici, on observe bien le morphotype classique de Brettanomycètes. Et ici, vous voyez qu'il y a des formes beaucoup plus allongées. Donc, c'est ce qu'on appelle des pseudo. Donc, ils ont regardé aussi la capacité à produire ces pseudomyes vis-à-vis des différents groupes génétiques.
Et également, en fonction de leur barre de chromosomes, il s'est avéré que les groupes qui ont 3 chromosomes, ici, étaient plus susceptibles de produire justement ces formes de pseudo. Donc, pour illustrer ce que je viens de dire, ça a été déjà un petit peu présenté, mais donc là, vous avez par exemple un pseudo-livre, et avec les flèches que vous voyez ici. Là. Donc ici, vous avez vraiment un film qui s'adhère entre elles. Et donc les chercheurs pensent, ils ont une hypothèse en tout cas, qu'il y avait que Brettanomyces était capable de former des substances polymères extracellulaires qui lui permettaient de se fixer, de se rentrer sur le support. Sur les biofilms, il y avait déjà eu des travaux en 2019, notamment, où ils avaient plutôt testé à l'échelle du laboratoire avec les différents. Donc, ce qu'ils voulaient voir, c'était si le milieu blanc allait un peu plus de biofilms au milieu classique. Donc, en carré, vous avez un milieu type blanc, et en bleu, c'est un milieu classique utilisé en microbiologie pour le développement des microorganismes. En fonction des groupes, elles sont pas les mêmes comportements. Par exemple, pour le groupe orange, il n'y a pas réellement d'impact de milieu dans lequel elles sont. Elles produisent du biofilm, mais ne sont pas impactées par le type. Par contre, bon, celle-ci, par exemple, on observe bien que dans le milieu blanc, elle produit plus de biofilm que dans un milieu classique. Également, ils ont regardé un petit peu sur leur morphologie, tous sur un milieu type, donc les colonies. Et en fonction des souches, il y a vraiment des différences morphologiques de couleurs qui peuvent avoir. Et pour compléter aussi la diversité aussi même des espèces que l'on connaît. Dans le cadre de la thèse de Filmorette à Bordeaux, ils ont aussi testé finalement les biofilms, mais avec d'autres micro-organismes. Donc ici, vous avez des observations par microscopie électronique à balayage avec des bactéries acidiques, une Brettanomyces. Donc c'est voilà, après plus attendu. Donc ici, on observe bien un biofilm avec justement des bactéries acidiques qui sont ensemble et le biofilm. Ensuite, ils ont regardé avec donc les bactéries lactiques. Et de la même manière, donc là, ici, vous avez une microcolonie. Et là, un grossissement qui permet effectivement de montrer que le biofilm est une polyespèce dans ces canaux. Un point que ni Sandrine ni Vincent a regardé, c'est le cytosol. Parce que finalement, les chercheurs se sont posé la question, est-ce que toutes les souches sont plus ou moins sensibles au cytosol? Parce que dans la pratique, on entend souvent dire, j'ai utilisé du cytosol, ça a fonctionné, et de toi, ça a très bien fonctionné. Donc, du coup, ils ont, là, dans le cadre du projet Noël, où ils ont testé, du coup, des souches représentatives des différents groupes vis-à-vis du cytosol. Donc, pour rappel, le cytosol fongique, c'est bien, qui est autorisé depuis 2009 au conventionnel et 2018 au deux. Et effectivement, de la même manière que le SE2, il y a 3 catégories, 2 comportements. Donc, ils ont testé dans un vin soutiré et non soutiré. Donc, en gris, c'est les témoins, et en noir, c'est parce que ça a été traité avec le cytosol. Donc, on observe bien pour les profils sensibles donc qu'il y a une réelle action du cytosol. Ici, le profil intermédiaire, lorsque le vin est soutiré et traité au cytosol, il y a eu un effet identique au profil sensible. Alors que si vous avez encore des vies dans votre vin, finalement, il y a un impact intermédiaire, mais il est possible que plus tard, elles se développent. Et les profils dits tolérants, où il y a quand même un effet au début, mais par contre, elles très vite, elles se redéveloppent. Donc, vis-à-vis des
Donc, il y a un petit peu d'espoir quand même. Ou le muscle rouge, vous vous souvenez, c'est le profil qui est résistant au acide. Et finalement, il est sensible au kiné. C'est l'histoire. J'ai regroupé un petit peu toute la bibliographie justement sur la céramique et j'ai trouvé intéressant le dernier papier justement qui a été écrit dans le cadre de la thèse Gini-Brett, où ils ont mesuré ce qu'on appelle le potentiel zeta. Donc le potentiel zeta, c'est la surface de charge, la surface pardon de d'une micro-organisme. Vous voyez ici le groupe rouge, il est très négatif. Le tyrosine est positif. Et du coup, ce qui peut expliquer que ces souffles-là sont sortis. Après, il y a d'autres groupes où il y a d'autres, parce que finalement, on le retrouve dans les trois groupes de comportement vis-à-vis du tyrosine. Donc, il y a d'autres paramètres qui doivent expliquer leur différence, différents comportements. Et en tout cas, pour le groupe rouge, c'est très intéressant de voir ce résultat. Donc, on parle de Brett depuis ce temps, mais finalement, ce serait bien de pouvoir bien les détecter, en tout cas le plus tôt possible pour pouvoir gérer le développement de ces micro-organismes. Donc, Vincent vous a parlé du type Brett. Moi, je vais vous parler plutôt d'analyse de biologie moléculaire qui vont permettre de quantifier la présence de ces. Donc, juste un petit peu d'histoire, il y a différentes méthodes d'analyse. Il y en a qui sont qualitatives, c'est-à-dire qu'elles disent que la réceptrices sont présentes ou absentes dans le milieu. Donc, c'est ce qu'on appelle les PCR en quantitatif. Et ensuite, vous avez les PCR quantitatives qui permettent là, cette fois-ci, de faire une quantification relative des micro-organismes dans l'échantillon. Je fais juste un petit rappel sur la PCR. Donc, une fois que l'ADN est extrait, on va faire une étape d'amplification qui va nous permettre de détecter ou non, par la suite, la présence de vos organismes. Donc, par exemple, vous avez un ADN double brun qu'on va dénaturer, on va séparer en deux brins. Une étape où les avances vont se fixer sur l'ADN sur une zone cible qu'on a bien définie. Donc là, une zone cible de l'ADN de Brett Amistess. Et enfin, une phase d'élongation, une phase d'élongation qui va, à l'aide d'une enzyme qui s'appelle plasmidase, multiplier le brin d'ADN, copier le brin d'ADN. Les cycles PCR donc il y a un certain nombre de cycles qui vont permettre, à la fin, d'obtenir une quantité assez importante du nombre de copies d'ADN de la zone cible. Donc, à partir de cet ADN, ensuite, on va, pour une PCR en point final, plus qualitative, faire migrer sur l'IS. Et donc, lorsque on observe une bande, ça veut dire qu'il y a une présence. Et quand il n'y en a pas, c'est que donc il n'y a pas une amplification parce que les amorces qui sont spécifiques de la zone cible n'ont pas pu se fixer parce qu'il n'y a pas la présence de ces micro-organismes. Pour la PCR quantitative, c'est un petit peu le même principe, mais cette fois-ci, on fait une lecture en temps réel, c'est-à-dire au cours de la PCR. Au cours de la PCR, et donc une fluorescence va être détectée à partir d'un certain seuil. C'est ce qu'on appelle le cycle, donc c'est le temps à laquelle on a une détection fluorescente. Et ainsi, à partir d'une gamme, on peut déterminer le niveau de population que l'on a dans notre échantillon. Mais ça reste une quantification relative. Et depuis un an et demi, à peu près, le laboratoire Excel a acquis un outil qui s'appelle la PCR digitale. Donc, ça a été développé pendant le Covid-19, justement pour pouvoir détecter ce virus à des niveaux très très bas dans les eaux. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Donc, en fait, c'est un petit peu un mix de la PCR en point final et la PCR quantitative. Donc, je vais vous expliquer pourquoi.
Cette technologie, c'est aussi basé sur les avancées de recherche au niveau de la fluidique, de la microfluidique, où finalement, dans le cas de la digital PCR, l'échantillon va être séparé en presque 30 000 partitions, où dans chaque partition, il va y avoir une PCR en point final qui reste. Donc, si j'explique un peu plus en détail. Donc, dans l'échantillon, une fois que vous avez que l'ADN a été extrait, donc on met les réactifs pour la PCR. Là, se fractionnant en presque 30 000 partitions, où dans chaque partition, il y a une réaction PCR qui peut se faire. Et vous voyez ici, par exemple, quand il y a du rouge, c'est quand il y a un ADN. Une fois que la PCR est faite, donc là, chaque partition, il y a un résultat qualitatif, positif ou négatif. Et l'outil va dire le nombre de partitions positives et le nombre de partitions qui ont été négatives. Donc, c'est ce qui permet d'avoir un résultat de quantification absolue. Également, cette méthodologie, le fait que l'échantillon soit réparti en presque 31 partitions, ça permet également de limiter le nombre d'inhibiteurs que l'on peut retrouver parfois dans nos échantillons vis-à-vis de la PCR. Donc ici, par exemple, vous l'avez déjà présenté, donc c'est ce que je vous disais, les pointeurs sont des résultats positifs et donc qui va compter et avec le traitement mathématique, finalement, va nous donner une valeur absolue du nombre de copies d'ADN par minute. Donc évidemment, quand l'outil est arrivé au laboratoire, il y a eu des tests vis-à-vis de la quantitative, et effectivement, il y a une corrélation. Mais ce qui était très intéressant, c'est quand on regardait vraiment dans les cycles très présents, où on voit déjà qu'ici, il y a un certain nombre de résultats qui étaient négatifs pour la quantitative, alors que l'on avait un résultat positif pour la digitalisation. Donc, finalement, cette méthodologie, cette type analytique, un stade très très bas, elle est capable de mesurer, de donner un résultat jusqu'à une simile ou 10 minutes, vis-à-vis de d'autres analytiques proposés. Le dénombrement sur boîte de Petri, ça restera toujours la méthode la plus où on peut descendre les plus bas pour le seuil de détection, parce qu'on peut fixer le volume que l'on souhaite. Mais par contre, par exemple, dans ce cas-là, pour les câbles non cultivables ou les détecteurs. Voilà, merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour cette présentation. C'est très scientifique ce qui a été présenté, mais personnellement en technicien, pour arracher. J'ai besoin de savoir quelles sont éventuellement les mesures phylactiques, parce que, à vous entendre, vivre avec Brettanomyces, on va pas pouvoir s'en débarrasser. Est-ce que Brettanomyces crée automatiquement des éthylphénols à la fin? Pas forcément, ça ne dépend de quoi. Pourquoi? On ne sait pas toujours pourquoi. Ça, c'est parce qu'autrement, on a fait des essais de malolactique avant FA. Est-ce que ça a une incidence sur la vérité du Brettanomyces plus sur la création d'éthylphénol? Ça, c'est intéressant de savoir. Et je termine, parce que si, à vous entendre, si on devait utiliser des méthodes prophylactiques de la vigne jusqu'à la mise en bouteille, alors on cesse les effeuillages de la vigne, enfin, schématiquement, on fait potentiellement des malos avant FA, on fait des fermentations alcooliques très rapides, on filtre les vins avant l'entonage, et on nettoie des process, on nettoyage des process vapeur plus acide lactique. Enfin, je schématise un peu, un tout petit peu. Donc voilà, qu'est-ce qu'on doit faire nous pour limiter sur la fermentation dans le Brettanomyces, c'est pour les phénols. Le Brettanomyces, c'est peu ce phénol et puis d'autres choses. Donc,
pas que, enfin, il n'y aurait pas des, il y a toujours des problèmes avec des britanniques dans un, genre, que ce soit des générales, de l'aspect esthétique, des amis de gènes, des souris, une conformiste qui m'a appris pour dire quelque chose. Donc, c'est une bonne opération sans part, je trouve. Non. Moi, j'ai jamais eu de britannique sur les personnes. Des pénalités, disons, détectables organiquement qui pourraient altérer, non, par exemple, produit des phénomènes, systématiquement, si le produit passionnel, vous avez la volatilité mondiale, une détérioration de la qualité des vins. Sur ce point-là, je pense que c'est important de suivre les populations. Oui. C'est pas des, franchement, vous avez ciblé, c'est pour ça que je vais vous dire schématisé, parce que c'est pas des recettes, c'est un peu des signaux par rapport à des pratiques. Mais effectivement, vous allez voir une vapeur, vous pouvez faire plaisir de vous ne ferez jamais un cul aussi bien qu'à la vapeur. Donc malheureusement, c'est comme ça. Et vous faites à la vapeur, ça veut pas dire mettre 20 minutes de vapeur. Attends, ça se calme. Il y a des études aujourd'hui qui montrent que pour faire le thermostat infus, c'est 55 degrés à 6 minutes. Et quand l'appareil est réglé, c'est 3 minutes à la vapeur, 4 minutes à la vapeur. Quand on met la baillerique avec un autre chaud, on le met dans un environnement, en vapeur qui sont très courts, pas obligé de faire. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent s'objectiver, on n'est pas obligé de forcer la simplification, mais après, on continue les tenir. Les gens qui veulent utiliser la vapeur aujourd'hui, c'est dommage. Les fermentations rapides, les fermentations rapides, il y a des déclenches pour la fermentation rapide. Ça se gère par la température, d'autres qui sont ça. Mais, je crois que, on peut avoir en 3 semaines des équipes fermentaires, c'est illusoire, ce n'est pas logique. Un choix, après. Voilà, une formation, c'était pas comme ça. Sinon, ça se finit par la vitesse. Sinon, on a un cas de fermentation qui finit par la vitesse. 3 semaines, j'ai quand même une formation qui dure 3 semaines, à la fin, il y a pas de 47. Il y a pas de vitesse, non, c'est une espoir, il faut savoir en plus en formation. Et comme ça, pas ça. Une partie de la réponse, mais Ce qui est important aussi, c'est de faire des contrôles assez réguliers et pas attendre d'avoir des niveaux de population assez importantes ou d'avoir une production de phénol avant d'agir, je pense. oui, non, mais souvent, après Malo, on fait des desserts. Alors, il y a des labos qui passent l'échelle ADN de l'ONCAD pour révéler ces pas celles qui sont vivantes ou celles qui ne le sont pas. En partie, mais c'est pas une quantité. Si on fait ça bien fait, vous allez pouvoir arrêter de se faire 5 minutes aussi, les bonnes nouvelles. Et puis, l'accord de dessert, on dit que la dernière, c'est vivant. En fait, parce que, on cible les 50% de génome, qui sont quand même relativement longs. D'ailleurs, je vais donner une avance. Le taux d'avoir une probabilité de détecter ces mortes est infime. Sur une slide, ça va montrer 13 participants. Nous, nous sommes PCR, on a connu la difficulté à 13 endroits où je statistiquement, c'est impossible qu'une soit morte et que là, il y a 3 endroits qui est effectivement. Là, c'est des, ouais, je sais pas, si c'est négatif, c'est négatif. C'est des questions d'assez, c'est d'accord. Les PCR, je sais pas. Et est-ce qu'il faudrait filtrer les vins, justement, avant de ou pas, ou, enfin, je dirais ce qu'on limite, parce qu'on a déjà vu, une filtration tangentielle et une petite fortification de Brett. Et pour autant, et sans avoir d'altération du vin, on stocke ce vin-là dans une et quelques mois plus tard, on a une recontamination, j'imagine par la radiométrie, le matériel binaire, ou le mensonge. Après, peut-être, ça sera abordé dans la présentation de la dernière review. Enfin, même si on est une on pense que le suivi, de toute façon, en fait, mieux volatile qu'à la population. Même si on abaisse le seuil avec une fiche de la PCR, dans une plus de 200 hectares, vous avez une milliers de millimètres. De 0, il n'existe pas. Et on reste en microbiologie. J'ai une portion de puissance, tandis qu'en philosophie innovative, avec une on est au microgramme par litre, 10% d'incertitude, on va pouvoir passer de 40 à 60, il se passe quelque chose. 40, 60 en microbiologie, personne ne pourra vous dire s'il se passe quelque chose. Donc, c'est un peu, voilà, adapter les analyses donc, au bon moment. Nous, on recommande de faire un état des lieux de fin de majeur, effectivement,
Et après, au suivant de la volatile, on va intervenir à l'intérieur pour voir la volatile pour comprendre quelle est la population qui est responsable de cette santé. Une petite question par rapport au phénomène. J'ai compris que les rêves qui sont plus résistants aux expressions de sont sensibles au phénomène. Celles qui sont résistantes au phénomène, c'est plutôt celles qui sont biophysiques, c'est ça? Parce que, par exemple, mais en fait, tu veux vis-à-vis du kétosane, en fait, ce qui était intéressant, c'était vraiment pour le groupe rouge. Pour les autres groupes, ils sont un petit peu dans les trois. Donc, il y a des souches du groupe orange qui sont pas sensibles, tolérantes au kétosane. Donc, effectivement, est-ce que, comme le groupe orange est plus susceptible de faire des biofilms, a un impact ça, j'ai pas le lien, je ne l'ai pas réellement. Vous voulez ajouter? Issus du bas, comme le groupe issu du bas qui était sensible au ventre. Quand vous avez dit que vous avez trouvé 35% de résignation de raisin arrivé au label, est-ce qu'il y a des études sur les cépages plus réceptifs que d'autres Alors, c'était des questions très faibles, c'est qu'il y a peut-être une cellule par B. Donc, l'expression, peut-être que l'expression B, il y a 105. L'expression 6, il y a 1 millionième. On n'a pas vu d'effet cépage. Souvent, ça va être l'effet sage, va intervenir sur la constitution, parce que on a fait des précurseurs, et rester entre les acide phénol, la syrah, la migraine, la insulinement, ce sont des pages riches en ces composés-là. Le merlot est le genre intermédiaire, donc c'est pas quelque chose. Après, on pense que, on revient sur les critères qui sont la taille de la baie, la fraîcheur de la culture, pour les garder, on sait qu'on peut développer, on pourra commencer. Et oui, là, du coup, j'ai remis, il y a effectivement une grosse partie qui est tolérante au final, mais on en retrouve quand même dans les deux cas. Et comment nettoyer les tons bruts? Parce que là, il y a encore une poussière, il faut une brosse, pour nettoyer. Pardon, et une énergie. Problématique pour beaucoup de Ouais. peut-être qu'il y a des aspérités dans les travaux qu'on a menés avec Interrome. Ils ont choisi différents types de nature d'inox. Donc, le très lisse, un effet miroir et autres. Et on voit bien qu'il y a un impact. Plus la surface, alors ça adhère toujours, mais on a des petites différences. Donc, dès qu'il y a des aspérités, il y a des Oui, quand on regarde, je trouve que c'était Sarah, de l'inox, il y a plusieurs options, donc c'est vrai, il y a quand même une 316. Oui. Oui. Et c'est, on a vu que c'était deux sur ces créations-là. Comme Donc, on détruit tous les cuviers béton avant. Non, je fais beaucoup. Voilà. Ça s'analyse, quoi. En plus, il y a des espaces. La scène graphique que vous avez présentée entre les années 80 et 90, il me semble, il y avait des effets la population de Maltanovis et la Russie qui augmentait. Est-ce que vous affirmez qu'il y a un effet une adaptation vis-à-vis de l'utilisation répétée de SO2. En tout cas, c'est l'hypothèse effectivement des chercheurs vis-à-vis du groupe rouge justement, qu'elle s'est vraiment adaptée. Et c'est pour ça qu'on la retrouve en fait sur les dernières décennies. Parce qu'en microbiologie des sols, maintenant,
aussi utilisé les molécules très fortes et il y a eu des pathogènes qui ont développé des études à ce sujet-là. Et donc, aujourd'hui, on devrait vous considérer faire très attention à l'usage même toujours faire très attention à l'usage des CO2, mais plus, de plus en plus, en fait, de plus en plus. Oui, et puis, peut-être utiliser plusieurs techniques, combiner plusieurs techniques vis-à-vis de ces populations, parce que du coup, vu il y en a qui sont sensibles à certains, donc ça pourrait permettre de limiter justement le développement. Merci. Est-ce qu'il existe un catalogue de pratiques avec la réduction logarithmique de la population des drépanocytes et voir en cumulant plusieurs actions? C'est-à-dire, on sait qu'on n'arrive jamais à zéro. Si, à part avec une chambre blanche, c'est pas possible. Donc, un soutirage par 100, une filtration sur terre, blanche par 1000, sur terre rouge par 1000. Et moi, j'ai quelques références qui vont. Effectivement, il estime en tout cas. Le soutirage, c'est difficile, hein, parce qu'entre les soutirages avec un grand S, le soutirage, le seul intérêt, c'est quand c'est chargé, c'est assez alimenté. Enfin, je pense que ça n'a aucun intérêt. Le seul risque, c'est de passer un peu d'apporter une filaire. Donc, généralement, on a scientifiquement le laboratoire, qui est confronté avec la puissance 3, c'est plutôt de travailler avec l'osam ou le SO2. Quand on est dans le des populations, on va se passionner par la condition. Ça, je rappelle les retraités. Oui, mais est-ce que, par exemple, une filtration, entre les différents types de filtration, on sait que, sur le logarithmique, il y a des mois, des 6. Non, la chassabilité. Qui paramètres, la filtration, c'est pas une filtration particulière sur le programme, c'est une filtration d'absorption. Pour Annie, c'est pas une particule qui va le retenir parce qu'elle passe dans le tout. Il y a quelque chose, c'est un cumulum, c'est des formes. Donc, la chassabilité, ça fait plusieurs microns. Tant de discussion, on peut aller jusqu'à 1. Donc, il faut avoir une filtration d'absorption. Donc, ça interagit avec la filtrabilité, le filtre, le filtrant. Donc, non, il n'y a pas, c'est pas aussi, on peut utiliser les écrans de ouais, l'écran en ligne, en filtrant. Il y a toujours une opération de filtration potentielle, je pense que c'est mal entendu, parce qu'il y a des énormément, parce qu'on a besoin de budget, souvent, en opération, plus d'optionniste. Possibilité avec le métal après, il n'y a pas, je sais pas. Et voilà, nous, c'est plutôt de raisonner sur des populations qui sont avec des petites âmes, c'est super utile. Et puis après, on a parce que je pense que la tâche postulée sont transparentes. En tout cas, on a d'abord, c'est pratique. C'est un peu un thème d'achise. C'est des destructions thermiques. Avec le domicile, c'est qu'ils sont seuls pour lâcher. Par rapport à d'autres produits, ils sont seuls lâcher. Bien sûr, les chercheurs dans d'autres milieux fluents, ils avaient dit qu'ils avaient trouvé des bataillons qui étaient capables de faire un kilomètre. Alors, je peux voir l'exception. Alors, je fais question. Non. On va partir de ça. D'accord. Merci. Bonjour. Merci pour l'invite. C'est un plaisir d'être ici. C'est la première fois que je vais en présentation française. Là, j'espère que vous me comprenez. Alors, je travaille avec le presse depuis plusieurs années. Je suis australienne, mais ensemble, j'ai déménagé avec ma fille en Italie. J'ai quitté l'Italie. Après ça, j'ai travaillé pour une grande compagnie australienne où nous avons mis en place beaucoup de méthodes PCR et microbiologiques pour comprendre la population des prêtres et autres lieux.
et bactéries. Et après ça, j'ai travaillé pour la FOR, comme manager technique pour l'Australie. Alors, avec tout ça, j'ai vu, j'ai analysé beaucoup de vins avec du prêt australien et aussi beaucoup de vins européens. Ça marche. Bon, c'est celui du. Comme ça. Alors, j'ai pensé un peu de parler de l'organisation où je travaille. Je travaille pour WineCheck Melbourne. Il y a quelques ans que je travaille comme manager pour notre laboratoire. Moi, je suis basée ici, à l'île Sud, pour Samson. Et nous avons 5 laboratoires, dont tous les régions plus importantes de la production du vin. Vous voyez ici des producteurs de vin. C'est très grand, l'Australie, c'est sûr. Il y a des climats très différents aussi. Je suis ici. Donc, cette année, nous avons eu 24 mm de feu. Alors, c'est très, très cher. C'est pas un cadeau d'ailleurs. Ici, je crois que c'est un problème. En fait, c'est incroyable. Je dis, au début de l'année. Depuis janvier, tu veux dire. Depuis janvier. Sorry, janvier. Janvier. Ouais, c'est un problème. Mais on fait beaucoup de Syrah, par exemple, et Chardonnay, plus rouge que comment. Ici, dans la Hunter Valley, il pleut beaucoup plus, il y a de l'humidité, ils font beaucoup de saignants, beaucoup de Syrah. Ici, à Victoria, le climat, c'est un peu plus froid, ils font Chardonnay, Pinot Noir. En Tasmanie, ils font beaucoup de vin basé pour la fermentation. Je crois que j'ai acheté un peu là-bas aussi. Et ici, Chardonnay et Cabernet. Et je vous dis, il y a beaucoup de microclimats différents qui, mais je pense que l'important, c'est la production, c'est la plupart, c'est du vin rouge. Alors, les types d'analyse, Vincent, il m'a demandé de parler d'aujourd'hui. C'est un topic que je parle beaucoup en Australie. Le type d'analyse qu'on fait un peu la cultivation. Et je suis vraiment contente que Stéphane a parlé aujourd'hui parce que j'ai toujours vu les différences de souches sur la microscope, mais j'ai jamais posé, j'ai toujours posé la question pourquoi ils sont différents. Mais ça prend du temps et c'est pas absolu parce que c'est une question de moi voir les cultures, sur mon microscope, et bien oui, c'est pas chez toi, je pense que c'est pas, la croissance, c'est le même temps que prête. Mais on ne voit pas le particulier. Et ça, j'ai vu, plusieurs fois. Les diphénols, on fait aussi, c'est dit, c'est absolu. Le QPCA, on le fait de plus en plus, tous les déjà. Cytométrie, on ne le fait pas maintenant. Dans le laboratoire compétiteur qui le fait, qui a commencé maintenant à le faire, mais c'est pas une analyse, non, d'habitude. Et les cas, ce qu'ils font, alors le petit, ça dépend. Normalement, s'il y a un problème, il commence à contrôler. S'il n'y a pas un problème, il ne contrôle pas nécessairement. Les moyennes, les cas moyennes, 3000 tonnes, ils commencent à, des fois, un système complexe. Et les compagnies vraiment grandes, c'est pas nécessaire qu'ils font beaucoup des analyses. Certains, oui, absolument, ils font beaucoup. Mais il y a des autres qui sont énormes, qui font rien.
c'est absolument bizarre. Je travaille avec deux trois de contrats. Et j'ai un peu peur. Oui. Alors, j'ai pensé à mon avis, et c'était vraiment bien sentir tous les présentations de vous. J'ai jamais vu un problème sérieux avant de la fermentation. Je suis sûre qu'il y a des prêtres partout, et on a vu dans cette présentation, il y a partout, et je crois qu'il y a des prêtres partout, mais c'est une question de le laisser grandir. C'est le développement. Ou pas. C'est le type. Alors, la plupart des problèmes que je vois, c'est toujours après la fermentation de l'alcoolie et la maladie. Ça, c'est vraiment où on commence à voir. Et aussi pour la maintenance. Pour moi, je préfère pour une autre personne. Je préfère pour c'est le risque de le vin. Le risque de la chimie de le vin, parce que analyser, vous avez des ressources incroyables. Il faut regarder le risque de le vin et les chimies de le vin. Et j'ai voulu vous parler un peu des différences entre la vinification en Espagne, peut-être vous êtes ici, je sais pas. Mais il faut absolument que je dise, quand je vois un vin français, j'adore les vins français et italiens et espagnols, mais la perspective des Australiens, c'est je m'attends qu'ils s'arrêtent là de près. Vraiment, je m'attends, je suis surprise s'il n'est pas en de près. Et peut-être le transport, peut-être le chaleur, peut-être les vins qui sont en Italie, je sais pas. Mais je m'attends, et c'est la même chose pour le vin italien, et c'est la même chose pour le vin espagnol. Et quand je vois un vin australien, je ne m'attends pas que ça va faire de près, c'est un peu plus rare. Et je voulais vraiment voir dans la nutrition, qui sont quoi les différences. Il y a des problèmes en Australie. Alors, je crois que le pH est vraiment un point clé. Et je vais vous montrer un peu les analyses qu'on voit un peu dans ma région. Le niveau d'alcool, c'est personnel pour mon study. Je l'ai fait dans l'avion hier. La façon de faire la bouteille, la malolactique, non, le lactique, et l'acide moléculaire. Alors, quand je parle de pH, les moyennes de chimie pour le jus, de l'Australie, ici, c'est la 3,8 à 4,5. Je sais pas si c'est à vous, c'est oui. Comment? Un peu élevé. Ah, c'est un peu élevé. En fait, c'est l'acidité totale jusqu'à 6. Et là, le potentiel, c'est énorme. Mais il y a la mais c'est normal aussi au début de la fermentation. Non, vous avez ma liste, c'est pas de. Cette fois-ci, on ajoute, c'est normal d'ajouter de 3 à 5 grammes par litre d'acide tartarique. C'est ce qu'on fait, c'est une des choses plus importantes. L'énologue, s'il a de levure,
important pour la vérification, un acide tartarique. J'ai demandé à l'équipe la porte, je crois qu'ils ont vendu 200 tonnes. Et l'année dernière, de l'acide tartarique, pour nous, c'est hyper important. Et c'est, vous avez vu, de la présentation, ça change beaucoup. Ouais, tout le temps. Donc, pour moi, ça, c'est le point plus important. Je sais que c'est pas nécessairement possible ici d'ajouter de l'acide. Bon. Mais si vous avez quelques façons d'ajouter l'acide, c'est un good chose. Je sais pas comment dire. Après ça, c'est les moyennes des chimies pour le vin rouge, le vin. Il y a beaucoup d'énologues différents qui ont des méthodes différentes, mais vous voyez, le pH, c'est 3,5, c'est 3,6, c'est normal. Pour moi, j'ai vu de plus en plus, je vois le pH un peu plus bas. La passivité totale, ça, c'est un peu plus haut, parce que on ajoute de l'acide. Et l'alcool, un fois, on faisait des bains avec des alcools vraiment élevés, mais de plus en plus sont bas. C'est à cause de ajouter toujours de l'huile. C'est impossible pour voir que sur l'alcool. Bon, je pense toujours les sodium moléculaires. Et il y a de bons recherches avec des milligrammes par litre de SO4, on peut encore avoir du problème. Et alors, il faut penser, c'est pas on peut pas seulement utiliser les SO2 pour penser à autre mécanisme de contrôle. On n'a pas parlé aujourd'hui, mais je crois que c'est Vincent qui a fait prépa le niveau de sucre à la fin, c'est super important et il y a plus risque avec du contrôle. Ça c'est sûr. Alors normalement les vins sont faits. Alors, si nous avons parlé un peu de pH alcool, la filtration stérile à bouteille. Alors, dans mon expérience, la filtration tangentielle, c'est pas assez pour enlever le problème. Dans mon expérience, vous utilisez le tangentiel et absolu, 0,5 de stérile pour enlever le problème. Ça veut dire que ça peut retourner le problème si c'est exposé à quelqu'un d'autre. Mais à bouteille, de plus en plus, je vois les grandes compagnies qui utilisent des filtrations stériles à bouteille parce qu'ils ne prennent pas le risque. Ils ne peuvent pas prendre le risque. Absolument. C'est pas tous les vins, mais les compagnies, ils ont commencé absolument à faire ça. Et j'ai jamais vu un vin avec un problème de fait qui était facile avec les filtrations stériles. Et la fermentation malolactique, plus long, il n'y a plus de risque. Alors, j'ai demandé à la porte, il y a on parle des analogues qui utilisent les batteries. Ça change beaucoup le temps qu'ils prend pour faire la fermentation. Et le pseudo-moléculaire, déjà parlé, c'est la fonction de pH. C'est l'histoire importante, je crois. Et évidemment, l'utilisation de chair, de bois,
vers le vécu, et ça change la présence du biofilm. Je trouvais j'adore cette article où ils ont montré la présence du prêtre, microporte et de la boîte. Bon. Et comme elle a dit, Sarah, elle utilisait aussi les carbohydrates et le type de boîte. Et mais normalement, les problèmes que je vois, ils viennent de voilà. Température pour tuer les cellules. Je parlais un peu, Vincent, mais pour moi, ça c'est super important. Alors, je parle de 5, non, là, les 45, les 50, 52, 5 et 55. Alors, ça, c'est une population haute. Et après 2 minutes à 55, parce que si vous devez utiliser un peu de chaleur, si vous pouvez utiliser la chaleur, nettoyer votre boîte, toucher, vous pouvez toucher à, c'est chaud, c'est bien sûr. Un petit. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est la stratégie plus importante, c'est de tester, de créer une histoire vivante. Pas tester, ou pas analyser combien de problèmes sont, mais tester fréquemment, peut-être chaque 3 mois, et avec des mélanges de composites, des échantillons composites, ça va, mais juste comprendre où commence le problème. Moi, ça, c'est la meilleure chose. Et je conseille ça à tous les élèves. Bon, vous avez des ressources très importantes. On sait, pour moi, la formation, c'est absolument meilleur que le traitement, s'il y a possibilité, réaliser plus fréquemment. Contrôle sanitaire, ils ont parlé aujourd'hui. C'est vraiment important, comprendre l'origine de nos problèmes. Faire une intervention avec la connaissance et les partenaires là-dessus. En fait, on fait beaucoup de communication en Espagne avec les partenaires là-dessus parce que c'est mieux finir. C'est très possible et absolument créer une histoire. Ce que j'ai pas dit ici, que j'étais presque venir, je pense, à cette fois, comprendre le chimie de votre commun, c'est absolument la chose plus importante pour moi. Vous pouvez faire toutes les analyses de que vous voulez, mais pour moi, comprendre le chimie et le risque, le pH, ça, c'est la chose plus importante. Parce que si le prêtre, c'est partout. C'est partout dans le monde. Vous avez là, c'est vous le laissez, grandir. Ça va plus vite. Merci. Question pour Lana. On va venir en mode peut-être en plus raffiné. Donc, bonjour.
Merci beaucoup pour l'inviter, pour m'inviter l'enfant je suis très content d'être avec vous pour présenter l'expérience d'Espagne pour le développement des talents. Désolé pour mon français. Pour moi aussi, c'est la première fois que je vais faire une présentation en français. Donc, j'espère qu'à moi, mon Pierre, c'est bien en fait. Et ce point, le poitiers. Ah oui, oui, je l'ai compris. Donc, est-ce qu'il y a des analystes en Espagne? C'est la première question. Pas? Oui, peut-être. Mais bien sûr qu'il y a quelques spécialisations, quelques particularités que nous pouvons parler un peu. C'est vrai qu'il y a des différences de morphologie, donc je peux comprendre mieux pourquoi. Spécialement parce que nous avons quelques problèmes de vitalistes en relation à la voix. Mais je dois parler pour commencer un peu de l'impact sensoriel. C'est bien connu qu'il y a 4 schémas pour avoir les défauts, c'est l'activité stérate, qui réduit les caractères putés, et la présence de l'acide gras volatile, spécialement, je vais parler un peu de l'isovalérique, qui fait un effet très mauvais à niveau de casser l'équilibre. Aussi la production en relation à la bactérie lactique de la tétréidopyridine pour le glutathioné et la présence de phénol volatile que bien sûr c'est connu. À niveau de la définition des problèmes sensoriels, il y a la présence de ce petit phénomène, mais normalement nous pouvons parler aussi de l'acide isovalérique. Il manque de consensus à niveau des acides volatiles. Et il y a quelques recherches qui disent que c'est le métabolisme, c'est autre part de la bactérie lactique. Nous croyons que c'est beaucoup plus de bactéries qui produisent les acides valériques, et c'est une essence à fromage, le fromage ranci, contaminé. Y c'est pour ça que s'il y a une contamination couchée de bactéries lactiques et prétanomistes, c'est le pire. Exactement, parce qu'il y a des phénols avec les odeurs de cuir, de poulet, comme ça, mais aussi avec le fromage, les lactiques et l'acide valérique produit normalement beaucoup plus pour les bactéries que pour les prétanomistes. Donc, nous pouvons avoir la pire définition del caractère brutaliste. Hemos una experiencia que nous avons obtenue avec une dégustation à la bague, avec une société, la société des gens amis de vente de Bilbao. Bilbao, c'est la capitale espagnole pour le consomme de vin. Et nous avons contaminé avant avec la présence de bisphénol. Il y a un 10% de personnes qui font la réaction avec la contamination de l'éthanolisme, parce que c'est un concours international. Nous avons fait aussi. Donc, 1% des problèmes d'échantillons rejetés, c'est pour l'éthanolisme. Et pourquoi? Normalement, parce que le consommateur, il est capable de détecter la présence.
Par exemple, sinon, nous pouvons parler un peu du niveau del threshold, c'est como dirais, le seuil, à niveau c'est un peu différent si le vent est droit ou le vent est un peu végétal à niveau des pilacines, ou aussi si c'est un vent coupé, sans droit, sans pilacines. C'est le but à niveau de si on travaille fait avec la participation des consommateurs, pas des producteurs, et pas des scénaristes. Mais donc, les chèques, distribuer si le vent est élevé sur les voies. Et la représentation, c'est très clair. Quand c'est capable de faire le voyage plus rapidement à des problèmes. Le typique problème de l'épuis, del pansement, de rouge, donc le consommateur rapidement, si le vent incrémente la présence de ce phénol, ou montrer les adjectifs, la description typique de l'établissement. Pas pour les vents avec les racines et pas pour les vents avec les tours. Si s'incrémente la présence de phénol, c'est bien sûr que c'est très proche à ce type de situation. Mais si nous comparons cependant l'opinion des consommateurs et notre, ou l'opinion ou la description faite pour les professionnels, c'est un peu différent. Oui, mais la direction c'est la même. Donc, le consommateur est capable de développer une opinion, de développer une discussion, de développer la relation avec le problème. Le consommateur, ce n'est pas capable. Le graphique montre aussi l'opinion des régions amies des Vaux, que je parlais avant. Et par exemple, seulement 7% ne parlent pas de problème. Ils reconnaissent ces banques contaminées pour la présence de bisphénol qu'il n'y a pas de problème. Ils disent 7%, c'est plus fort, parce que le reste, oui, ils parlent, par exemple, de cuir, d'animaux, ou de bouche, de cheval, de cheval, des choses. Donc, c'est la même langue, c'est la même type de description que vous faire les professionnels. C'est bien sûr que le vent va être puni à niveau de contamination réelle. Nous avons mentionné une concentration importante de différents. Il y a aussi un effet sensoriel. Nous pouvons montrer ici, si comparer le Tempranillo, typique variété espagnole, avec le Cabernet Sauvignon, le Tempranillo, il y a un peu plus de douceur. C'est pour ça que le Tempranillo est un peu plus faible à niveau de montrer plus rapidement les caractères de Canobises que le Cabernet Sauvignon. C'est pour ça que nous sommes très sensibles à développer les problèmes. Il y a quelques molécules d'intérêt, par exemple, les nouvelles métabolites impliquées, l'indole. L'indole tend de l'eau estagnante, par exemple, ou des vêtements mouillés. Aussi, les acides valéniques produisent beaucoup plus pour les bactéries, la contamination des bactéries lactiques que pour les Brettanomyces. Donc, pour éviter la contamination poussée des lancements de bactéries, c'est très intéressant, spécialement si la malure est très faible. Et pour parler aussi de l'impact économique, nous avons développé quelques dates
Par exemple, dans cette étude, nous avons fait recruter 13 vins et crianza de Rioja. Et nous avons corrélé la puntuation, les scores, la dégustation pour trois dégustateurs de spécialité Master of Wine et la réaction de ce phénol avec les seuils sensoriels, les unités olfatives. D'accord? C'est facile de corréler et, par exemple, de faire la relation avec le prix de l'élément. Ça veut dire que pour avoir un score, une puntuation très haute, on besoin d'avoir de très peu quantité de ce type de et il y a une petite corrélation, ils sont corrélés avec le prix du métro. C'est ça, parce que le volume ici représenté, c'est là. Nous pouvons parler de la condition de Rioja à niveau de marché. C'est pour ça qu'à plan suivi, nous avons fait beaucoup la même chose, mais avec beaucoup de vins. Pour démontrer que c'est autrefois la même corrélation pour avoir un sport de publication. On besoin d'éviter la présence de ces phénomènes, mais cette année, nous avons fait une liste statistique factorielle pour montrer qu'il y a 4 groupes de vins. Le premier groupe, c'est le super premium, avec le prix très haut, et c'est corrélé avec le prix haut et la score, la puntuation très haute. Le deuxième groupe, c'est le premium, c'est centré, gratuit. Le troisième, il y a des directions pour éviter le prix haut, mais aussi un peu pour corrélationner avec le style phénomène, mais l'économie, le prix plus bas, c'est bien corrélé avec la direction del style. Intéressant, les poids de points de l'océan. Nous avons développé aussi un projet avec des data qu'on fait un calcul hypothétique, théorique, le cas A et le cas I, que la chiffre d'affaires c'est de 2 millions d'euros pour la première, 8 millions d'euros pour la deuxième. Et pour faire le calcul des coûts d'analyse, de l'énergie, le nettoyage, le calcul, on était fait avec les coûts directs, les coûts indirects, les coûts d'opportunité. Et le calcul théorique de la première cas, c'est une perte de 8% de valeur. Pour le deuxième, seulement assez, parce que le deuxième cas, c'est beaucoup plus concentré en la gamme basse de toute la gamme de vins, mais les 10% d'une carte de produit premium, super premium. Donc, chiffre d'affaires, oui, exactement. Donc, l'écoute peut être très importante à considérer à niveau analogique. Pourquoi? Si nous pouvons représenter les acides amyliques d'une bande santé avec la division de la concentration réelle pour la concentration shale, nous pouvons penser que c'est pas sens à Espagne. Mais la vérité, c'est que montre des fautes de fort. Pourquoi? Parce que si nous faisons zoom pour représenter ce phénomène, il y a des 10 olfatives unités de ce phénomène. On besoin n'est pas une banque pour faire la mélange, pour faire l'écho,
avec les ventes totales. Donc, le coût économique, c'est très haut. À niveau du système de distribution, je vais en parler déjà un peu. Nous avons un peu d'expérience avec la barrique parce que Rioja, nous avons 1,3 million barriques. En toute Espagne, peut-être 2 millions. Donc, en Rioja, on développait beaucoup de follages, de systèmes pour l'entretien des parcs de barriques avec le système développé pour les prélèvements des champignons avec de l'eau de nettoyer, de rincer de la barrique, spécial conditionné parce que la roi, il y a beaucoup de place pour les refuges. Y el dioxine déjà bien discuté. Un développement que nous avons obtenu très rapidement, c'est seulement de changer la station de l'offshore et de l'élevage. Normalement, le positionnement c'est inverti, donc la première station c'est pour le rapport et la deuxième pour les oiseaux. Nous avons changé beaucoup de cas et nous avons amélioré, spécialement parce que pour arriver à 55 degrés pendant 1 minute, avant, c'est beaucoup plus facile si l'application de chauffe se fait première et après l'application de barrières. Par exemple, pour réduire tiers part de cet phénol, cette échelle, c'est facile pendant un jour d'application avec la station stagiaire. En Espagne, c'est populaire aussi le traitement de l'ozo, mais toujours avec la combinaison avec les vapeurs. Première après l'ozo, après les vapeurs, et après le traitement de l'eau au sol. Et nous pouvons réduire un peu plus à cause de l'élevage. Donc, c'est aussi intéressant de vérifier avec le microscope la réduction. Il y a une compagnie qui a développé aussi le traitement avec les ondes électromagnétiques du plan. Il y a une plante industrielle qui fait le traitement avec les micro, très particulièrement intéressant pour la désinfection, pas pour le nettoyage, mais oui pour la hygiénisation, pour pas la stérilisation, mais pour vraiment le nombre de contaminants. Parce que l'effet, c'est pour le chaleur, c'est pour incrémenter la température rapidement de l'eau à l'intérieur des sels, et les sels sont cassés. Après les traitements. Par exemple, nous avons suivi cet essai qui montre pour le TSA qu'il n'y a pas de gréchage, que les sels sont morts, et pour les milieux de culture, c'est vérifié qu'il n'y a pas de sels survivants. Le traitement qui a été utilisé aussi pour quelques cas en Espagne, c'est une technologie qui vient d'Australie, c'est le traitement pour ultrasons. Et marche bien, mais nous pouvons vérifier dans le milieu de culture qu'il y a aussi des cellules survivantes. Donc, il réduit la population, mais pas complètement. Le graphe montre une grosse shape avec beaucoup de barriques, oui, avec l'ultrason, c'est réduit.
c'est toujours intéressant. Réduire la population, pas avec les mêmes effets intéressants de l'État. Le traitement de chevrage, c'est aussi une bravette que s'utilise en Espagne. C'est la même chose, mais il y a un nettoyage très grand à l'intérieur de la barrique pour retirer les matériaux colorants et aussi les tartriques, les pellicules de tartriques. Et après, d'ouvrir les portes avec les scratchs, l'injection de vapeur, la barrique se récupérer de manière intéressante. Pour le système de traitement plus utilisé, populaire, en l'élimination de acétylphénol et de la contamination, il y a le traitement de Putin. Aujourd'hui, nous, en Espagne, nous avons beaucoup de résistants à SO2, mais tampoco contamination sensible à la glucosane. Et c'est vrai que Marseille-Dunia, par exemple, c'est l'essai que nous avons fait l'année suivante de l'approbation pour la OIV, le traitement du vent à niveau de l'analyse avant et après de l'addition de la kitine, de la réduction à ce produit, à niveau de barrique, à niveau de rat. Et la production de diphénol après un an, c'est très visible, c'est très intéressant. Donc, c'est un mécanisme que pour nous marche très bien. Il y a une équipe de pilotes pour le traitement du vent à pression hydrostatique élevée, par 100 ou 500 mégapascales, c'est un éléphant heureux, comme ça. Donc, pour jusqu'à presque le 100% de c'est un système intéressant. Il travaille à niveau pilote. Pour le moment, je crois que peut-être un système de futur qui est étudié aussi pour les OIV. Le traitement est bien connu avec l'IVT, le charbon, spécifique, mais il y a un système d'élimination de acétylphénol qui est approuvé la OIV en 2020, avec des polymériques microsphères qui sont capables d'absorber acétylphénol. C'est approuvé pour les esquirmies, pas pour le acétylphénol. Mais en Espagne, de la semaine prochaine, c'est incroyable. L'élimination de l'acétylphénol avec la membrane d'osmosis inverse, c'est un parti. Mais la réduction, c'est important. Pour exemple, nous avons suivi ce type d'essai pour la réduction de acétylphénol en el perméable, après la osmosis. Et la réduction de l'acétylphénol, qui peut être rapidement élevée immédiate. La concentration en coûte était la moitié d'un euro, 50 cents. Donc, c'est possible. Et à niveau analytique, ces graphiques servent en façon de comment est possible, comment nous pouvons faire un voyage dans le temps. Pour exemple, nous pouvons représenter la population pendant des années, des années, de la population de l'économiste, représentée en bas, et l'évolution de ce type. Il y a un projet de la CAPA, de l'étude économique. D'accord? Donc,
comment est possible la façon de faire les voyages dans l'État? Par exemple, si nous seulement fait la dégustation du vin, nous pouvons découvrir, nous pouvons savoir qu'il y a un problème quand la concentration de ces phénols arrive à l'échelle de ces phénols. Donc, des années après. Mais nous pouvons analyser et utiliser des méthodes de culture sélectives et avec la possibilité de la méthodologie, par exemple, nous pouvons découvrir quand la population c'est de 1000 cellules pour 1000 donc 6 mois après de la dégustation. Nous pouvons aussi utiliser la chromatographie pour analyser les phénomènes avec la sensibilité de la méthode 345 et constant microgrammes per litre. Nous pouvons faire un voyage d'un an et demi pour découvrir les problèmes. Mais si nous faisons la PCR à point final, nous pouvons découvrir à une population de 10 cellules pour millilitres. Aujourd'hui, nous pouvons faire la PCR digitale, mais nous pouvons passer 5 fois la sensibilité. Donc, à niveau de les minutes, presque les minutes, nous avons accrédité en Espagne aussi le système de cytométrie de plus en plus utilisé, mais à rapport de la cytométrie des anticorps ou antigènes, nous utilisons le sonde FIS, la sonde génétique, il montre une efficacité beaucoup plus haute que les autres cytométries. Par exemple, pour comparer les deux méthodes, nous avons fait un projet aussi dans notre cas, et quand le vent, ce n'est pas clarifié, il y a beaucoup de turbidité, il y a beaucoup de particules, le système antigène, c'est un peu bizarre à niveau de comportement. Et avec les techniques de zoom génétique, c'est beaucoup plus sensible. Donc, c'est un système intéressant pour suivre les problèmes. Et pour ma part, c'est merci. Oui, il y a une slide qu'on n'a pas compris, enfin, je n'ai pas compris, sur les vins par rapport à une en phénol. Je vais passer un peu rapidement, je n'ai pas compris comment expliquer la Voilà, c'était là. Attendez, je suis allée un peu. C'est bon. C'est bon. Oui, il montre la relation qu'il y a entre les prix, entre la puntuation à la dégustation. C'est quoi le 25-30, l'échelle 25-30-45? La note de dégustation. La note de dégustation donnée pour les 3 masters de wine, d'accord, qui a débuté pour les vins clients. Donc, la puntuation A et haute, oui, correspond à les vins qui sont ici. D'accord, qui sont ici représentés. Donc, on besoin d'avoir très basse concentration de ces différents pour être dans le groupe plus avancé à niveau sensoriel. Mais le manque de bisphénol n'est pas la promesse d'avoir une arôme clair pour avoir une bonne puntuation. On besoin de pas avoir de bisphénol, mais le manque de bisphénol
nuestra condición de très bien valoriser. C'est normal, hein? Mais il correspond le prix très bas à l'effort et mostra una consideración de hotel importante. La même des choses, elle est souvent. C'est très bas. Très bas. Ah oui, c'est la puntuación, a la degustación y la concentración del sitio. Il y a une corrélation, c'est pas trois mais il y a une corrélation tendance statistique. Et il y a une autre avec les cercles, super premium, super premium. Par exemple. Non, voilà, celle-là. Alors, là aussi, excusez-moi, monsieur, si quelqu'un peut m'expliquer, vous pouvez pas. Quelle campagne que je vais présenter à niveau factoriel, dont nous avons divisé quatre groupes. Premium, déjà, super premium, déjà, pardon, premium, groupe 3, groupe économie 1, Économie 1 et 1, et l'autre, pour le premium populaire, et économie. Donc, le super premium vient corrélé avec le prix de la mutation de l'illustration. Le dossier, c'est à niveau central, il est placé à niveau central. Les troisièmes, c'est les populaires, les plus populaires, il y a une double direction, la plus grande direction confiée à l'esprit et à l'industrie, pour les équipements, pour les unités organiques. Il y a la présentation de l'équipement. Mais les populaires, l'économie, les plus bas, c'est bien placé, c'est bien assuré à la situation haute de la sécurité. Il y a la corrélation très claire. Donc, les pays de voir à un niveau de marché, à short term, à long terme, ouais. Dans le marché, il paraît que c'est pour eux. Merci. 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 Ensuite,